Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres vers un vote des réfugiés centrafricains. La présidentielle du mois d'octobre, le Haut Commissariat aux réfugiés exhorte en tout cas les autorités de la Centrafrique à les intégrer dans le processus électoral. Le Sénégal accueillera lundi 20 juillet le procès de l'ancien président tchadien Hissène Habré. Ce sera la première fois que le continent africain jugera sur son sol un de ses anciens chefs d'État. Et focus en fin d'édition sur une chanteuse malienne très souvent récompensée et attachée à sa culture et à ses traditions. Il s'agit d'Oumou Sangaré. Son 10e album serait en préparation. Mais tout d'abord, la burqa interdite dans l'extrême nord du Cameroun. Toute femme qui portera le voile intégral sera désormais interpellée par les forces de l'ordre. Une mesure qui intervient quelques jours après un attentat suicide perpétré par 2 femmes en burqa. Attaque qui a eu lieu à Fotokol et qui a fait 11 victimes. Le Haut Commissariat aux réfugiés appelle le gouvernement de Bangui à laisser les réfugiés centrafricains présents dans les pays voisins participer aux élections prévues au mois d'octobre, puisque, rappelons-le, le Conseil national de transition avait rejeté le 30 juin dernier les dispositions du projet de loi électoral permettant à ces réfugiés de voter. Leur participation apparaît pourtant comme une nécessité pour le processus de réconciliation nationale. Lise Elsia Kizimana. Les réfugiés centrafricains pourront-ils voter en octobre ? C'est la question qui s'impose au moment où les élections approchent à grands pas. L'OHCR, le Haut Commissariat aux réfugiés, a exhorté ce mardi 14 juillet les autorités centrafricaines à faire participer aux prochaines élections les réfugiés centrafricains qui se trouvent dans les pays voisins. Ça va être compliqué parce que déjà, avant qu'on les fasse voter, il va falloir les identifier. Savoir qui est centrafricain, qui ne l'est pas, et ensuite leur fournir des pièces d'identité. Vous savez que l'état civil a été totalement détruit en Centrafrique, et si ces personnes sont réfugiées à l'extérieur, ça m'étonnerait qu'ils aient pu emporter tous leurs documents avec eux, de toute façon. Et donc les recenser, produire des cartes d'électeurs, etc. C'est tout un processus, c'est long, tout le monde le sait. Alors, est-ce que ça pourra se faire en ce qui reste, je ne sais pas, 2 mois et demi, 3 mois. Il est permis d'en douter. Donc je pense que il aurait fallu plutôt les faire rentrer en Centrafrique pour que le processus se fasse globalement une fois pour toutes pour tout le monde. Selon l'OHCR, il y a actuellement 460 000 réfugiés centrafricains. Ils sont pour la plupart au Cameroun, au Tchad, en République démocratique du Congo ou encore en République du Congo. Et environ 190 000 d'entre eux sont éligibles. Ça comporte un risque d'une mutation de la crise. Si on ne fait pas voter ces gens-là, c'est qu'il n'y a pas de volonté politique pour la réconciliation. L'essentiel aujourd'hui, c'est de faire voter tout le monde pour favoriser la réconciliation. Si on laisse une frange importante de la population, que sont les réfugiés et les personnes déplacées, ça va créer des frustrations et demain, il y aura une nouvelle crise. Le 30 juin 2015, le Conseil national de transition a rejeté les dispositions du projet de loi électorale qui permettrait aux réfugiés centrafricains de voter. La date de l'élection présidentielle a été fixée au 18 octobre 2015. C'est une première. Un ancien chef d'État va être jugé en Afrique par des Africains. L'Union africaine a en effet donné mandat au Sénégal pour organiser le procès de l'ancien président tchadien Hissène Habré. Le procès aura lieu le 20 juillet. Reportage de notre correspondant El Hadj Ndiaye. Ce 20 juillet, Dakar, la capitale du Sénégal, abritera un procès historique, celui de l'ancien chef d'État tchadien Hissène Habré. 25 ans après son renversement par un coup d'État, l'ancien homme fort de N'Djamena est poursuivi pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre et torture. Mandat est donné par l'Union africaine aux chambres africaines extraordinaires pour juger Hissène Habré. C'est la première fois en Afrique qu'un ancien chef d'État va être jugé en Afrique par des Africains. L'un des enjeux de ce procès, c'est donner un signal fort à la communauté internationale pour dire que l'Afrique est en mesure et capable de juger ses propres enfants. Vous connaissez ce fameux débat qui oppose la CPI et les Africains. Bref, il faut retenir aussi que ce procès va servir de signal en direction des chefs d'État actuels pour leur dire « faites attention ». Car si vous commettez les mêmes erreurs que votre prédécesseur, M. Hissène Habré, voilà ce qui peut vous arriver. Donc, c'est un projet à valeur pédagogique, au-delà de son caractère historique.
Pour les 4000 victimes directes et indirectes qui se sont constituées partie civile au niveau des chambres africaines extraordinaires, elles s'attendent à ce que leurs droits soient respectés et que justice soit rendue. Nous sommes là et nous souhaiterons beaucoup plus que l'accusé soit présent et nous, les victimes, face à l'accusé, et le monde qui nous écoute verront la vérité. Et même ceux qui sont supposés supporter l'accusé sauront la vérité. Et si vraiment, comme d'aucuns disaient qu'on est des victimes fabriquées, et ils verront si vraiment c'est des victimes fabriquées. Parce que c'est procédé dès le début, depuis les années passées, ça fait couler tant d'encre, les gens ont raconté trop de bêtises, mais le moment est venu pour que cette vérité sorte. Le procès va se tenir à la salle 4 du palais de justice Lat Dior de Dakar. Une salle qui peut accueillir 1500 personnes. Une salle dédiée aussi à la presse nationale et internationale a été aménagée pour mettre dans de bonnes conditions de travail la presse. Environ 200 journalistes et techniciens sont attendus à Dakar. Fin de la 3e conférence internationale sur le financement du développement qui a eu lieu à Addis Abeba, la capitale éthiopienne. Et selon les conclusions, 2,5 milliards de dollars vont être injectés d'ici 2030 pour financer les futurs objectifs du développement durable, prévoyant d'éradiquer l'extrême pauvreté. Le principe d'allocation de 0,7% de la richesse nationale des pays du Nord au profit du développement a également été reconduit. Mais pourtant, le bilan de ce grand rendez-vous reste mitigé puisqu'aucun organisme international de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale n'a été créé. Et au Burkina Faso, justement, cette lutte contre les fraudes fiscales est la priorité des autorités de transition puisque cela constitue un véritable manque à gagner pour l'économie nationale. Ces pertes seraient estimées dans le pays à plus d'1 milliard de francs CFA par an. Compte rendu de notre correspondant au Burkina Faso, Wendiam Valentin Compaoré. La fraude fiscale, un phénomène qui gangrène l'économie du Burkina Faso. Une fraude due à un incivisme fiscal croissant. À titre d'exemple, il ressort que depuis 2012 au Burkina Faso, les mauvaises pratiques économiques ont provoqué un préjudice estimé à plus d'1 milliard de francs CFA par an. Et pour un meilleur recouvrement des créances de l'État, le Conseil national de la transition a mis en place une commission d'enquête parlementaire. Il nous revient par rapport à l'enquête préliminaire que nous avions faite, que l'État paie nombreusement en ce qui concerne les restes à recouvrer au niveau du Trésor et aussi au niveau de chaque impayé par exemple. Il y a aussi, en termes d'explication, le rapport de RENLAC, qui est le réseau national de lutte contre la corruption, qui fait état d'une fraude massive au niveau de la douane, des marchés publics, de la police. Donc, il nous revient en tant que représentants du peuple de voir quelles sont les faiblesses en matière de gestion administrative, en matière de gestion fiscale, pour que l'ensemble de ces faits observés-là puissent être réduits ou inhibés pour permettre à notre État de mieux recouvrer ces recettes fiscales. Ces parlementaires ont 45 jours pour remettre leur rapport au président du Conseil national de la transition. Pour certains observateurs, les recommandations qui sortiront de ce rapport devraient être contraignantes pour un recouvrement efficace et rapide de ces pertes. Il faut s'attaquer au gros bonnet. Il faut s'attaquer au gros bonnet parce que nous savons que depuis l'ancien régime, il y a des gens qui étaient jugés intouchables, soit parce qu'ils ont des connexions étroites avec le système d'alors. Et ces gens-là qui traînent vraiment de grosses affaires doivent pouvoir se conformer à la législation fiscale. Au Burkina Faso, le recouvrement des taxes peine à être effectif. Les recettes collectées se chiffrent à environ 717 milliards de francs CFA au 30 juin 2015 sur une prévision annuelle initiale de 1604 milliards de francs CFA, soit un taux de recouvrement d'environ 43%. Elle s'est affirmée depuis le début des années 90 comme l'une des chanteuses maliennes les plus appréciées à l'international. Oumou Sangaré reste pourtant toujours aussi fidèle au Wassoulou, la tradition de sa région natale. Son 10e album sera actuellement en préparation. Il devrait sortir début 2016. Deo, gracias Kpodo.
Véritable icône de la musique malienne, Oumou Sangaré, à 47 ans, reste encore l'une des plus grandes voix du continent. Sa passion, elle l'exprimait déjà dès l'âge de 5 ans avec des mélodies de la tradition du Wassoulou, sa région natale située au sud du Mali. Son premier concert en public fut un concours organisé entre différentes écoles maternelles. Ce jour-là, Oumou Sangaré a chanté devant des milliers de personnes. Et c'est sans doute le début d'un long parcours dont la grande dame n'a perdu aucune trace. La musique là, l'art là, je l'avais dans le sang. À l'âge de 5 ans, c'était mon premier spectacle à l'école maternelle. Ils ont organisé un petit théâtre entre les enfants. Mon école s'est pris à cause de moi parce que j'ai imité une grande chanteuse à l'époque. Vraiment, je chantais dans les baptêmes, les mariages. On faisait des interquartiers avec les théâtres. C'est en 90 vraiment que j'ai fait l'album. Oumou Sangaré est aujourd'hui une star internationale, mais qui n'a rien perdu de ses origines. C'est d'ailleurs ce qui fait sa force et sa particularité. Elle chante en Wassoulou-Nké, une variante du Bambara abordant plusieurs thèmes. De l'exode rural au respect de l'environnement en passant par l'amour, elle reste profondément contre des pratiques comme la polygamie, les mariages arrangés et l'exploitation des femmes. Des femmes pour lesquelles elle se porte aujourd'hui volontiers défenseur. Mais ce n'est pas tout, elle a d'autres centres d'intérêt. J'ai quitté l'école, les week-ends je partais aider dans les hôpitaux où j'allais devenir une comédienne pour pouvoir montrer la souffrance de la femme. Nommée ambassadrice de la FAO en 2003, elle obtient d'abord en 2001 un prix de l'UNESCO et en 2011 le Grammy Awards de la meilleure collaboration pop. Femme d'affaires, elle opère dans l'hôtellerie, l'agriculture ou encore la vente de véhicules de transport. Niveau discographie, Oumou Sangaré a enregistré 9 albums, dont Moussolou, sorti en 1989, Kossira en 1993, Laban en 2001 ou encore Seya en 2009. Un autre est prévu pour le premier trimestre 2016. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.